Bonjour tout le monde, nous voilà déjà au cinquième jour de cet Open d'Australie et on connaît désormais le nom de tous les qualifiés pour le troisième tour. Pour décrypter ce qu'il s'est passé, Louis Barrigan nous a rejoint à mon plus grand plaisir. Salut Louis. Salut Christelle. Mon petit bulletin météo du jour, c'est qu'il y avait beaucoup de vent aujourd'hui à Melbourne. Ça a gêné pas mal de joueurs. On va analyser tout ça. Et je tiens aussi à rappeler que ce rendez-vous quotidien ne serait pas ce qu'il est sans l'aide précieuse de David de Sourou et Maxime Descamps, qui, dans l'ombre, regardent les rencontres la nuit, préparent ce podcast avec nous. Des passionnés qui font un travail remarquable. Alors, nous sommes encore un peu sous le choc, hein, Louis, de ce qui vient de se passer avec Stan Wawrinka durant la night session de ce jeudi dans la Kia Arena. Le Suisse de 40 ans s'est imposé au super tie-break du cinquième set après 4h33 de match face à Arthur Gea de 19 ans, son cadet. Stan de Man a livré un match époustouflant. Fort de toute son expérience, le Suisse, triple vainqueur en Grand Chelem, a fait craquer le Français, dont c'était les premiers pas dans le tableau final d'un majeur. Le cinquième set avait tous les ingrédients du parfait thriller et on l'a vécu par WhatsApp interposé avec toute l'équipe. Des breaks, des contre-breaks, un appel au kiné, un public survolté, des crampes et un épilogue à l'issue d'un super tie-break en 10 points. Donc voilà, Stan Wawrinka a été vraiment somptueux. Le physique d'Arthur Gea a lâché à quelques minutes de la fin du match, au milieu du super tie-break. C'est la première fois de sa carrière qu'il disputait un match en 5-7. Ça s'est clairement joué à l'expérience. Oui, ça s'est joué à l'expérience, évidemment, et c'est quand même dingue de se dire que c'est le physique d'un garçon de 21 ans qui lâche, et pas celui de Stan. Alors évidemment, comme on le dit, c'est l'expérience qui parle. C'était la première fois qu'Arthur était en Grand Chelem, et Stan, en tout cas, le vaut bien, et sa carrière le vaut bien, ce qu'il nous a fait ici, cette matinée ici en Belgique, le vaut bien. Stan Wawrinka avait 19 ans et 280 jours lorsque GA a poussé son premier cri. Depuis 40 ans, il y a seuls deux matchs en Grand Chelem qui ont opposé des joueurs ayant une plus grande différence d'âge. À 20 ans et 349 jours, Lorenzi contre Svajda. À 20 ans et 50 jours, Karlovic contre Moutet. Et donc, 19 ans et 280 jours, Wawrinka contre Gea. C'est dire quand même la différence de génération. Stade Wawrinka bat également le record du plus grand nombre de matchs disputés en 5-7 en Grand Chelem. Derrière, avec 49 matchs disputés. Derrière lui, il y a Roger Federer avec 48 matchs et Djokovic avec 47. Donc c'est dire à quel point il est habitué aussi à ce genre de thriller. Et je continue avec ma ribambelle de records et de chiffres pour Stan de Man. À 40 ans et 300 jours, Wawrinka est le joueur le plus âgé à franchir deux tours en Grand Chelem depuis 47 ans. La dernière fois, c'était en 1978 et c'était Ken Rosewall, un Australien. Petit fun fact que je voulais aussi relever sur ce match. Si vous avez prêté attention et vous avez eu le temps, un peu plus de 4h30 pour le voir, vous verrez un petit clin d'œil au short que Stan avait porté lors de sa fameuse victoire à Roland-Garros. On se souvient, tout le monde s'était un peu moqué de son short qui était quadrillé. Andy Murray l'avait d'ailleurs qualifié d'horrible dans un live pendant le Covid. Et Stan s'était pas empêché d'envoyer un petit doigt d'honneur en commentaire à Andy Murray, mais il a quand même tenu sur le col de sa tenue à mettre des petits quadrillages pour rappeler cette formidable époque et ce magnifique exploit. Oui, je l'avais vu, moi, le premier tour, et je m'étais dit, non, tu flashes, c'est juste ton imagination. Mais après, quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, je me suis dit, ah ben non, j'avais pas flashé. Tu vois, j'aurais pu le relever il y a 2 jours et je l'ai pas fait. Bien vu. Par ailleurs, il y a eu un fait assez unique dans l'histoire du tennis. Il y a eu 1 minute de silence en plein milieu du match de Wawrinka et de Gea à 4-3 au quatrième set, suite aux terribles attaques terroristes qui ont eu lieu à Bondi Beach, à Sydney. Il y a une journée de deuil national, évidemment, qui a été respectée. Et dans ce cadre-là, les deux joueurs se sont levés. Tout le monde, tout le stade a respecté 1 minute de silence. C'était un moment très émouvant, en plein milieu du match, comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qui attend Stan Wawrinka? Eh bien, un solide morceau, parce que c'est contre Taylor Fritz qu'il va devoir jouer, top 10 mondial, qui a éliminé Vit Kopriva. Alors, je ne sais pas quel est ton pronostic, mais je pense que pour se relever de ce match en 4h30, ça va être quand même compliqué pour Stan. Stan le dit lui-même à la fin de son match. Je ne sais pas comment je vais me remettre de ça. Mm.
Et rien qu'émotionnellement parlant, on a vu la foule en délire pendant tout le match. Il est vraiment porté par eux. Il le dit même. Je suis vraiment porté par vous. Je pense que physiquement je craque, mais c'est mentalement que je tiens. Ça va être compliqué contre Tyler Fritz, évidemment, mais on n'est jamais au bout de nos surprises avec Stan. Il pourra peut-être aller chercher un petit set. Oui, d'autant que Taylor Fritz n'est pas au mieux de sa forme. Il a aussi quelques pépins physiques depuis quelques temps dont il ne se remet pas, une tendinite au genou là qui traîne. Mhm. Donc s'il arrive à faire durer le combat, pourquoi pas. On sent qu'il a envie de Ouais. rester encore, Stan, que c'est son dernier Australian Open et qu'il a vraiment envie de faire durer le plaisir. Il y en a un par contre qui n'a pas traîné, qui n'aura pas de crampes demain au réveil, c'est Yannick Sinner. Lui, il s'est offert une petite promenade de santé face à James Duckworth, l'Australien, 6-1, 6-4, 6-2. Pour l'instant, Yannick Sinner a perdu 10 jeux en 2 tours. Beaucoup trop facile pour lui pour l'instant. Il est super impressionnant et moi je me suis dit bon il va jouer quand même ici contre un Australien, est-ce que ça va pas être un peu plus compliqué, est-ce qu'il aura pas un peu de pression, donc est-ce qu'il va être se sentir à l'aise sur le court? Évidemment il est à l'aise, évidemment il est bien accueilli par le public et une statistique incroyable, c'est que il a joué 19 fois contre des adversaires évoluant à domicile en Grand Chelem, il a jamais perdu. Donc on peut des fois s'attendre et se dire, il joue contre un local à Roland-Garros, on le sait, on peut avoir l'impression, le public est là pour supporter ses joueurs. Bah, non, ça n'y fait rien. 19 victoires et 0 défaite. Et pas sûr que le prochain test sera beaucoup plus compliqué pour le numéro 2 mondial. Il affrontera Elliot Spizzirri, un joueur qui s'est sorti d'un des combats les plus passionnants de la journée face au Mhm. Chinois Yibing Wu. Un match d'une énorme intensité. D'ailleurs, on a reçu un petit SMS, enfin j'ai reçu un petit WhatsApp aux aurores de la part de Maxime qui me disait c'est un monstre ce Wu. Ça m'a bien fait rire. Mais Ouais. finalement, l'Américain s'en est sorti en 5-7 après avoir mené 2-7-0. Un thriller de 4h23 et une première qualification pour un troisième tour en Grand Chelem pour Elliot Spizzirri, ce joueur qui a joué dans l'équipe universitaire des Texas Longhorns aux côtés du Belge Pierre-Yves Bailly, le frère de Gilles Arnaud. Ils se connaissent très bien, ils sont très potes. Et donc voilà pour la petite histoire. Et lui, il était complètement en feu pendant tout le troisième et le quatrième set, mais Spizzirri est resté focus, il n'a rien lâché et finalement c'est le Chinois qui a craqué physiquement. Il fallait voir ces scènes, il était par terre pendant le cinquième set. À un certain moment après des échanges, il était allongé sur le sol, il a fait appel plusieurs fois au kiné, Mhm. mais c'était dur de le voir comme ça crampé après un combat d'une telle intensité. Et ce Yibing Wu, eh bien, il a marqué l'histoire du sport il y a 2 ans. Il était devenu le premier joueur chinois à remporter un tournoi ATP. C'était lorsqu'il avait gagné le tournoi de Dallas en 2023 face à John Isner. Il confirme évidemment sa bonne fin de saison, comme tu l'as dit, on l'avait vu à Bruxelles. Il avait perdu sur Félix qui jouait le feu, qui était en pleine bourre, et ça confirme hein, son bon son bon début d'année 2026. Il fait un quart à Auckland au sortant des qualifs. Et ça s'est principalement joué au physique dans le cinquième set. Et Spizzirri a sans doute tenu parce qu'il a fait une grosse préparation foncière en Mhm. Floride avec des potes américains qui sont Frances Tiafoe, Tommy Paul, Reilly Opelka. C'était une préparation pendant 2 semaines où ils ont joué des matchs en 5-7 et sous le soleil pour s'habituer à ces conditions-là. Et ça a été payant pour lui aujourd'hui. Oui, bon, on le sait, hein, il y a un vrai contingent américain ici en ce moment sur le tennis. Ils travaillent tous ensemble et il faut relever, d'ailleurs, cette phrase de Ben Shelton qu'il a dite il y a pas longtemps. Il n'y a aucune concurrence entre nous, Américains. On est tous là pour se pousser, se challenger. Je pense que ça réussit bien à Spizzirri, en tout cas, cette préparation. Il doit aussi prendre un petit peu de leur expérience avec des Tommy Paul, des Reilly Opelka et des Frances Tiafoe qui ont déjà évidemment participé à de nombreux grands chelems. Ça doit aider d'avoir des collègues comme ça. Et un autre produit issu du circuit universitaire américain s'est fait remarquer cette nuit en signant l'une des plus grosses sensations de la journée. Ethan Quinn a éliminé Hubert Hurkacz en 3 petits sets, 6-4, 7-6, 6-1. Cet Américain de 21 ans, classé à la 80e place mondiale, a fait preuve d'une maîtrise et d'un sang-froid vraiment épatant pour notamment conclure ce match. J'ai pris le match en cours, il était à 5-1, il devait servir pour conclure. Il n'a absolument pas peur, hein, il n'a pas sourcillé. On a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie et tout au long du match, il a montré qu'il servait très solidement. Ethan Quinn, il a beaucoup d'intelligence de jeu. Il changeait les positions au retour pour un petit peu brouiller les pistes. Il est pas mal monté à la volée. Et pourtant, dans le deuxième set, Hubert Hurkacz a mené
dans le tie-break 5-4, donc il aurait pu revenir à une manche partout, mais il n'avait pas la grinta aujourd'hui. On n'a pas le sentiment qu'il avait envie de se battre sur ce terrain, le Polonais. Il a eu 8 balles de break dans ce match, il n'en a converti aucune. Mais Louis, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce Ethan Quinn? Oui, il a étudié à l'université de Géorgie où il a été champion NCAA en 2023, puis est passé professionnel en juillet 2023. Son parcours est celui d'un joueur qui a monté les échelons progressivement. Une étape clé à épingler, son Roland-Garros 2025, où il avait atteint le troisième tour pour la première fois de sa carrière. Ça lui permet d'entrer dans le top 100 mondial en juin 2025. Et puis quand même, je voulais mettre un petit mot sur Hubert Hurkacz, qui évidemment on voyait aller loin. Et il a été un moyen en fait contre Queen qui était vraiment déchaîné. Tu l'as dit, Queen n'a pas été breaké du tout en 2h15 de jeu. Quand on connaît aussi les qualités de jeu d'un Hubert Hurkacz, ça en dit long effectivement sur la partie qu'a livré Queen. C'est quand même la 23e défaite de Hubert Hurkacz avant les huitièmes de finale en 29 Grands Chelem. Alors je me demandais quel était un peu ce problème. On le saura peut-être plus tard en conférence de presse. Est-ce que c'est la pression? Mais je pense pas parce que quand on voit la manière avec laquelle il a géré cette United Cup, ça m'étonnerait. Est-ce que c'est la pression des matchs en 5-7 dans les grands chelems? Évidemment, performer parce qu'on l'attend. En tout cas, voilà, ça valait vraiment la peine de nous éliminer Zizou, Hubert. Ça, c'est ce que je me suis dit en le voyant jouer. Je me dis, mais t'aurais pas pu faire ça hier, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que le Ethan Quinn en question, il avait déjà éliminé Talon Grigspor au premier tour en 3-7, c'est 6-2, 6-3, 6-2. Donc il est quand même assez étonnant dans cet Open d'Australie et il jouera Jakub Mensik au prochain tour. Ça promet un très joli match. Alors on a vécu des surprises aussi aujourd'hui à Melbourne avec l'élimination de Stefanos Tsitsipas, sorti par le Tchèque Thomas Marac, déjà tombeur de Dimitrov au premier tour. Alors Tsitsipas a demandé le kiné. Il était mené 2 manches à 1 et il perd finalement au bout d'un gros combat qui a duré plus longtemps, 6-4, 3-6, 7-6, 7-6. Je ne sais pas si on peut parler de surprise quand on évoque Tsitsipas parce que c'est vrai que là on l'a perdu. Non, il y a plus de surprises concernant Tsitsipas, ou alors à chaque fois, évidemment, on finit par être déçu. Ces 7 derniers tournois du Grand Chelem, ben voilà, simplement, il ne passe pas le deuxième tour. C'est entre un premier et un deuxième tour. Malheureusement, on s'attendait à bien mieux de sa part quand on voit ce qu'il était capable de faire, les matchs qu'il a été capable de faire contre Djokovic à Roland-Garros. Et pendant ce match, je voulais avoir un peu aussi ton avis, ton regard, parce que c'est vrai, il tombe, il se fait mal au genou, au pied, on ne sait pas très bien. Le kiné vient essayer d'articuler son genou, donc on se dit évidemment qu'il doit avoir mal. Et après, on voit qu'il récupère aussi un petit peu du poil de la bête. Il fait semblant de jouer, il tape deux, trois coups, ça fonctionne bien. Il vient même à débreaker son adversaire. Et on a l'impression qu'il y a toujours quelque chose avec Stefanos Tsitsipas. Quand c'est pas une blessure, c'est des conflits avec son papa. On l'a déjà vu taper de rage sa raquette sur le sol en regardant son papa, même balancer des balles en direction de sa boxe. Donc il y a toujours quelque chose avec Stefanos, quelque chose qui ne va pas. Et c'est dommage parce que je le trouvais bien mieux en ce début d'année. Ouais, bah, mon avis, c'est que son papa, je sais pas quel genre de relation ils ont tous les deux. Visiblement, il ne peut pas s'en passer, puisqu'il a essayé à un moment donné de s'en séparer. C'est pas, ça marche pas, donc il le reprend, mais c'est constamment. Et le papa n'arrête pas une seconde non plus d'y aller de son petit mot. Je sais pas. Je ne comprends pas très bien cette dynamique. Je pense qu'il devrait vraiment rompre ça définitivement et partir Ouais, vers une autre chose, et il ne le fait pas. J'ai envie de dire, bon, peut-être qu'il gagne bien sa vie comme il est là, qu'il n'a pas envie d'évoluer. Mais là, je ne évidemment. vois pas du tout comment il. Tu donnais les statistiques, il n'a pas passé un deuxième tour en Grand Chelem depuis Wimbledon 2024. Un peu du gâchis, personnellement, je trouve, parce qu'il a vraiment un très beau jeu, Tsitsipas. Alors, on va passer aussi à l'élimination. Pour moi, c'était une petite surprise de Sébastien Baez par Luciano Darderi, le jeune Italien de 23 ans qui s'est imposé en 4-7. Simplement, résultat étonnant parce qu'au vu de ce qu'il avait montré en ce début de saison, l'Argentin, il avait signé vraiment quelques très belles Ouais. victoires. C'est étonnant de le voir échouer et donc encore un Italien qui passe au troisième tour. Les anciens vainqueurs en Grand Chelem, eux, font durer le plaisir. Marin Cilic s'est qualifié aux dépens de Denis Shapovalov. Oui, Marin Cilic a remporté son 599e match en carrière sur le circuit ATP. Il égale ainsi Goran Ivanisevic et devient le joueur croate avec le plus de victoires de l'Air Open. On le sait, Marin Cilic, énorme carrière. Et Cilic, c'est un peu comme le tonton qu'on ne voit qu'à Noël. Mais on est heureux de le voir. Il est toujours présent et dangereux, mais en grand chelem tout le long de l'année. Bon, il fait peut-être des plus petits tournois, mais on y prête moins attention. Et voilà, et je voulais aussi faire un petit mot sur Chapovalov.
Bah, il me fait penser en fait à Tsitsipas. Deux énormes talents, on le rappelle, Shapovalov qui va battre Nadal en 2017 à Montréal, chez lui. On se dit, voilà, on voit la naissance d'un très très grand joueur. Il a aussi un jeu formidable, notamment un revers sauté extraordinaire long de ligne. Et puis voilà, à chaque fois on finit par être déçu, donc ils sont un peu tous les deux dans la même catégorie. Ouais, Shapovalov, à chaque fois que je le regarde, j'essaie de comprendre comment il fait aussi facilement ce passage de balle entre ses jambes avant de servir. C'est sa petite routine. J'ai déjà Il a peut-être essayé, des grandes mais jambes. j'ai déjà essayé, c'est pas très concluant. Alors la journée a aussi été marquée par la victoire de Novak Djokovic, évidemment, qui est désormais le premier homme à avoir franchi la barre des 100 victoires dans trois grands chelems, à l'Open d'Australie, à Roland-Garros et à Wimbledon. J'ai l'impression que ces chiffres me donnent de plus en plus le tournis à Novak. Oui, à chaque match que Novak joue, de toute façon, on peut citer une nouvelle statistique et un nouveau record. Après ce match, le Serbe, il a 399 victoires en Grand Chelem. S'il arrive à sa centième victoire à l'US Open, ce sera le seul joueur de l'histoire à passer la barre des 100 victoires, tout Grand Chelem confondu. Pour rappel, à l'US Open, il en est à 95 victoires, donc il faudrait bon qu'il aille forcément loin dans la compétition. Et voilà, je vois Christelle, évidemment, quand on parle de record avec Djokovic, il faut aussi savoir à combien sont Rafa et Roger. Il faut toujours comparer les trois, si pas après on se sent mal. Et Rafa et Roger sont respectivement bloqués à 369 et 314 victoires en Grand Chelem. Donc on voit aussi l'avance qu'évidemment un Djokovic peut prendre sur eux. Et une autre statistique, le Serbe conserve son invincibilité en Grand Chelem face à des joueurs passés par les qualifications ou le key loser. Il joue 37 fois ce genre de joueur pour zéro défaite. Et au cumul, ça fait 117 remportés pour 9-7 concédés. Il va jouer Botic van de Zandschulp au prochain tour. Évidemment, il l'a toujours battu et on s'attend encore à un match facile pour Novak. Et je ne sais pas si tu as vu passer ça sur les réseaux, c'est fantastique. Un fan à l'Open d'Australie qui a imprimé sur un t-shirt une photo de Novak Djokovic qui tient un bébé, à savoir Carlos Alcaraz, dans ses bras. Et à l'autre main, il tient Yannick Sinner, le papa parfait. Il faut aller voir, c'est sur X qu'on a vu cette photo. Mais c'est magique. J'aimerais bien avoir le même. Je trouvais ça très drôle. Alors, Lorenzo Musetti, lui, a remporté le duel 100% italien contre Lorenzo Sonego. Une victoire en 3-7, 6-3, 6-3, 6-4. Il file au troisième tour, le tombeur de Raphaël Collignon. Et visiblement, Sonego souffrait de petits problèmes Mhm. physiques sur la fin du match. C'est l'hécatombe à Melbourne. J'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui est Ouais. blessé, alors qu'on est en début de saison, premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Ça promet. Et Mhm. mais Musetti, après le match, voilà, était satisfait. Il a dit que c'était jamais facile de jouer contre un ami, qui est son ami vraiment sur le circuit, mais Ouais. qu'une fois que voilà, on est sur le match, il n'y a plus d'amitié qui compte. Et on pouvait se demander si on allait assister à une véritable bataille entre les deux Italiens avec des rallyes à rallonge et du suspense, mais ça n'a pas été le cas. Pourtant, on aurait pu croire à un blockbuster de Federico Fellini, un célèbre réalisateur italien, je vous le conseille, il fait des excellents films. Et Senego s'est imposé en octobre dernier à Paris en 16e en 3-7. Donc, je m'attendais vraiment à un match serré, mais ça n'a pas été le cas. Celui qui est cinquième mondial a profité des offrandes de Sonego, 61 fautes directes pour 19 points gagnants. C'est Noël après l'heure, c'est le Noël de Sonego pour son meilleur ami Musetti, qui s'est procuré 23 balles de break. Et à l'heure de l'Air Open, ben, Musetti a désormais égalé le record du plus grand nombre de victoires en simple lors des confrontations 100% italiennes. Il est égalité avec un certain Yannick Sinner. Alors c'est fini pour les espoirs australiens qui ont fait vibrer le public toute cette semaine. Rinky Hijikata a été éliminé par Valentin Vachereau qui convainc, hein. Victoire en 4-7 et pourtant Valentin Vachereau n'a pas une grande expérience en Grand Chelem, mais là il assume son statut de nouveau 31e joueur mondial. Il a juste joué précédemment en Grand Chelem un tour dans un tableau final. C'était à Roland-Garros en 2024. Et là, eh bien voilà, il est au troisième tour. Chapeau à lui. Le Monégasque n'en fait en effet pas habitué au Grand Chelem. Il a d'ailleurs déclaré après le match sur le court, il était tout décontracté et sourire aux lèvres. C'est la première fois de sa vie qu'il joue un match. Il perd le troisième set, mais il gagne quand même le match. Effectivement, habitué à jouer des matchs en 2 sets gagnants. Et il continue d'écrire l'histoire monégasque. Valentin Ouais. Vachereau, c'est devenu le premier joueur monégasque
de l'Air Open à atteindre le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem. Et c'est vrai qu'on peut se poser les questions. Moi, je me demandais, est-ce que c'est pas un coup dans l'eau? On voit certains joueurs qui explosent complètement. Je pense même à un Karatsev qu'on avait vu exploser lors d'un tournoi ou deux et qu'on n'a plus jamais revu. Il faudrait faire d'ailleurs un épisode sur les joueurs disparus parce que ça ferait un bel épisode. Et maintenant, il a un nouveau statut. Avant Shanghai, il était à la 204e place mondiale. Il est aujourd'hui à la 31e. Et voilà, on le sait, les joueurs font toujours attention quand ils entrent dans les tournois à se dire, bon, là, je dois gagner des points. L'année dernière, j'ai fait demi-finale, je dois défendre ma demi-finale. Ah ben, ce sera pas un problème pour Valentin Vachereau qui n'a que 249 points à défendre jusque septembre prochain. Donc ça lui ouvre complètement les portes du top 20. Son prochain adversaire à l'Open d'Australie, ce sera Ben Shelton. Ça va vraiment être un match explosif parce que l'Américain est en forme. Oui, s'il ne sert pas trop fort, Ben Shelton, parce que là, aujourd'hui, contre le pauvre Australien Dane Sweeney, joueur qualifié, il a claqué 19 aces, aucune balle de break concédée, 6-3, 6-2, 6-2, merci, bonsoir. Donc il faudra quand même voir comment il sert et comment Valentin Vachereau va réussir à retourner surtout. Et Ben Shelton, il fait preuve en fait d'une régularité qui est vraiment impressionnante. Sur ses 10 derniers tournois du Grand Chelem, il est à chaque fois qualifié pour le troisième tour. Et il rejoint deux autres joueurs évidemment. Et vous allez voir, c'est très très étonnant. Djokovic et Yannick Sinner. Alors Karen Khachanov passe lui aussi au troisième tour, vite et bien, victoire nette sans grosse frayeur. Le Russe a battu en 3-7 Nichey Bazavaredi, le nouveau protégé de Gilles Servara. Karen Khachanov, bah, il devient le premier joueur à atteindre le troisième tour du simple messieurs à l'Open d'Australie pendant plus de 8 saisons consécutives depuis Roger Federer. Donc c'est dire à quel point aussi Karen, bon voilà, il est régulier, même si on ne le voit pas forcément tout le temps tout au long de l'année pour cause de blessures, il est toujours là dans les grands rendez-vous. Et pour clôturer cette page masculine, je vais quand même encore vous préciser que Casper Ruud est en train de dérouler contre Jémé Mounard. 6-3, 7-5, 3-1, il mène donc normalement qualification sans trop d'encombre pour Casper Ruud qui devra encore attendre un tout petit peu avant de rejoindre sa femme qui doit accoucher d'un moment à l'autre, donc ça doit être le Ouais. stress aussi pour lui. Cet Australian Open. Casper le dit, et c'est ça qui est un peu marrant, c'est qu'il élimine ses adversaires tour après tour. Mais à tout moment, bon, si sa femme accouche, il rentre chez lui. Donc évidemment, il y aura des déçus. La dernière personne qui l'aurait éliminé sera forcément très déçue. Mais on peut tout à fait comprendre Casper Ruud. Ouais, il aura un peu plus sur sa liste de naissance de cette manière-là. Alors, on va passer sur le tableau féminin. La bonne nouvelle de la journée, c'est la qualification évidemment d'Elise Mertens pour le troisième tour. Première fois depuis 3 ans qu'elle retrouve le troisième tour en Australie, mais 27e fois dans sa carrière qu'elle Ouais. atteint le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem. Elle a battu facilement la japonaise Moyuka Ushijima. 6-3, 6-1 et le métronome Elise Mertens qui a atteint la deuxième semaine de tous les tournois du Grand Chelem à plusieurs reprises. Elle bat Ushijima, comme tu le dis, en 1h17. Et c'est vraiment sa régularité qui a fait la différence dans les échanges. 31 fautes directes à seulement 17 pour Elise. Elle a bien servi, mais sans être excellente. C'est un deuxième tour bon, qui était complètement à sa portée. Son adversaire classé 88e mondial. Et c'est la première fois depuis 3 ans qu'Elise rejoint ce troisième tour de l'Australian Open. Donc ça fait plaisir pour elle. On sait que c'est un tournoi aussi qu'elle aime bien et qui plaît beaucoup aux joueurs. Mais les conditions n'étaient pas faciles du tout. C'est ce dont elle s'est plaint lorsqu'elle a été interviewée après la rencontre par Philippe de Wulf de Tennis Belgium, de la fédération. C'est une interview que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux de Jeux C'était Podcast. N'hésitez pas à aller l'écouter. Et Elise Mertens, à la surprise générale, ne jouera pas contre Belinda Bencic parce que la Suissesse 10e mondiale a été battue par la jeune joueuse qualifiée de 19 ans, Nicola Bartunkova, 126e mondiale. Rencontre très décousue. Bartunkova avait gagné le premier set 6-4, puis Bencic l'a puni avec un 6-0 cinglant, et puis la Suissesse a perdu 6-4 dans la dernière manche. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette joueuse nouvelle venue sur le circuit WTA et qui complète le contingent impressionnant tchèque? Noskova, Mukova, Vondrousova, Bouskova, Siniakova, Krejcikova, Bejlek, elles sont 8 dans le top 100, rien que chez les femmes. Ouais, c'est complètement fou. Et elle a brillé en junior en atteignant des finales juniors en Grand Chelem, notamment bah, la finale de Wimbledon en 2023. Elle a eu aussi une suspension pour dopage, mais dopage involontaire après un test positif lié à un supplément alimentaire en 2024. Elle a purgé 6 mois de suspension, mais c'est reconnu évidemment comme non intentionnel par l'Agence de l'intégrité de tennis.
Je la connaissais pas et ça m'a vraiment impressionné de faire la rencontre qu'elle a faite quand on connaît la forme dans laquelle était Belinda Bencic. Ouais. Réellement impressionnant. Et Elise n'aura pas simple parce qu'on le sait et on l'a évoqué même tous les deux avant le podcast. Elle ne connaissait pas non plus une Loïs Boisson avant Roland Garros et elle a fini par être surprise. Donc à elle de bien analyser son adversaire pour voilà passer ce tour. Peut-être qu'elle avait un peu trop joué Belinda Bencic hein, quand on voit tous les matchs qu'elle a alignés en Oui. United Cup simple et double. Je ne sais plus, j'avais donné les chiffres dans le podcast débrief de la United Cup, mais forcément, ça commence un peu à jouer sur les organismes, surtout quand on est jeune maman. Ça a peut-être pesé et peut-être que l'année prochaine, elle ne choisira pas cette préparation-là parce que la United Cup, quand on va loin, c'est quand même lourd. Alors ça passe pour Iga Swiatek qui a sorti une autre Tchèque, Bouskova justement, 6-2, 6-3. La numéro 2 mondiale était loin de jouer son meilleur tennis, de ce que j'ai vu en tout cas. Elle était d'ailleurs menée 3-1 dans le deuxième set avant de revenir, mais Swiatek est toujours, donc elle s'est fixé cet objectif de faire le grand chelem en carrière. Et donc, on verra où ça l'amène. Je pensais que ça allait être un match qui allait faire des étincelles et puis ça a fait vraiment pchit. Alors comme tu le dis, elle n'a pas un niveau extraordinaire, mais ça devient petit à petit de nouveau un peu intéressant. Elle met quand même 31 points gagnants et Bouskova n'en met que 3. Donc c'est dire à quel point aussi Bouskova était forcément inefficace sur ses coups et complètement impuissante. Et son interview sur le court après son match est intéressante. On lui dit, tu es tellement perfectionniste que je me demande parfois si tu peux vraiment être pleinement satisfaite d'un match. Et Iga répond, honnêtement, bon après ça va pas être modeste, mais après avoir gagné autant de fois, l'air de dire je suis habitué. Et malgré, c'est vrai, son petit manque de modestie, bah, la Polonaise, elle se trompe pas. Elle est la première joueuse de l'Air Open à atteindre le troisième tour lors de chacun des 24 premiers tournois du Grand Chelem en simple, dame, d'une même décennie. Donc, et son prochain tour, ce sera contre Kalinskaya. Donc, ce serait peut-être la première grosse étape qu'elle devra franchir. Et ça, ce sera le premier match intéressant à regarder pour Iga. C'est vrai, tu parlais de son sérieux sur le terrain. Je pense qu'elle pourrait aller faire un petit stage à la Yasmine Paolini Academy. Ce serait pas mal pour retrouver un petit peu le sourire parce qu'on dirait toujours que c'est la fin du monde là sur son visage quand elle Ouais. joue sous sa casquette comme ça. Mais bon, c'est sa manière de se concentrer. Et tant qu'elle fait le job, tant mieux pour elle. Alors, le conte de fées continue pour la 168e joueuse mondiale, l'Australienne Madison Inglis. Elle est venue à bout de Laura Sigmund, mieux classée de plus de 100 places qu'elle. Une victoire au forceps, 10-7 au super tie-break du troisième après avoir vu son adversaire revenir à un set partout. Et une autre joueuse qui évolue au-delà du top 100 mondial s'est offert un moment de prestige ce jeudi. C'est la Russe Oksana Selekmeteva. 23 ans, 101e mondial. Elle a éliminé la demi-finaliste de l'an dernier, Paola Badoza. Victoire 6-4, 6-4. C'est le plus beau succès de sa carrière et une première victoire contre une joueuse du top 30. Selemekteva qui vit une semaine exceptionnelle. Avant ce tournoi, elle n'avait jamais dépassé le premier tour en Grand Chelem. Elle est désormais au troisième tour de l'Open d'Australie. Oui, petite information, mais Paola Badoza, évidemment, avec ses résultats qui sont pas au top, va quitter le top 60 en WTA. Ça l'a fait mal. On sait qu'elle a été blessée en septembre dernier et on s'attendait à ce qu'elle revienne un petit peu mieux que ça. Ça prend du temps pour Paola Badoza qu'on a connu à un super niveau. On espère qu'elle va évidemment le retrouver, mais elle n'a pas ce rythme et cette confiance lors de ses matchs. Je trouve que ça se ressent fortement, que ce soit même sur ses balles de break ou les balles de break qu'elle a à défendre. Elle est souvent très fébrile. Madison Keys, elle, le tenante du titre, eh bien, elle passe 6-1, 7-5 contre Ashlyn Kruger, avec cependant un vrai trou d'air hein, dans le deuxième set. Elle est parvenue à renverser la tendance, mais il y a eu un tournant parce qu'elle était menée 5-2 dans le deuxième. Elle a fini par gagner 5 jeux consécutifs pour boucler le match, mais elle avait déjà dû survivre à un premier tour pas très convaincant. Madison Keys, c'était face à l'Ukrainienne Olinikova, donc n'est pas encore trouvé tout à fait son rythme de croisière. Et sa compatriote Jessica Pegula, elle n'a pas perdu trop de temps sur les cours. Elle a écrasé McCartney Kessler 6-0, 6-2. C'est une histoire assez sympa parce qu'en fait, elles sont partenaires en double. Là, c'est toujours un peu compliqué quand on se retrouve en simple. Ouais, ça devait être marrant. Je me demande si elles se sont envoyées des petits messages, je le suppose. En tout cas, évidemment, avant le match, on sait qu'il y en a quand même une qui est favorite par rapport à l'autre. Mais beau match, en tout cas, de Pegula qui a littéralement écrasé Kessler. Et la stat, c'est qu'elle a gagné 53 points sur 79, donc 67% des points joués. Et elle a converti 6 balles de break sur 9.
Donc c'est vraiment sa supériorité sur le match qui parle. Et le retour gagnant continue pour Karolina Pliskova contre Janice Jen. Elle s'est imposée en 2-7, 6-4, 6-4. C'est le 9e, 16e de finale à l'Open d'Australie pour Pliskova. Et il faut dire qu'on est content de la voir revenir parce qu'elle a eu Ouais. des blessures pendant toute sa carrière. Blessure à la main droite, blessure au poignet gauche, opération à la cheville en 2024. Ici, nouvelle opération à la cheville l'année passée. C'est quand même une immense championne, hein, finaliste de l'US Open, finaliste de Wimbledon, ancienne demi-finaliste de l'Open d'Australie. Alors toi, tu as peut-être moins connu ça, mais de mon époque, Pliskova, c'était un petit peu la rivale de Justine Henin et de Kim Clijsters. Donc je Ouais. l'ai quand même beaucoup vue évoluer sur le terrain. Et là, eh bien, elle revient de cette blessure à la cheville gauche. Elle est d'ailleurs de retour à Melbourne via un classement protégé. Oui, mais c'est ce genre de joueuse, et on parlait de Stan tout à l'heure, elle est un peu comme ça, elle joue vraiment, j'ai l'impression en tout cas pour l'amour du jeu quand on joue depuis autant de temps. Elle était malheureusement retombée à la 1057e place mondiale. C'est la joueuse la moins bien classée à s'être qualifiée pour un troisième tour de Grand Chelem depuis Elena Vesnina à Roland-Garros 2021. Donc voilà, à l'Open d'Australie, il faut remonter, je pense, à 2010, et c'était Justine Henin qui était qualifiée et qui a réussi à s'y hisser jusqu'au troisième tour. Et il faut rappeler aussi que la Tchèque n'avait disputé que 3 matchs l'an dernier. Donc elle jouera Madison Keys au prochain tour, et ça va être compliqué quand même pour elle, surtout physiquement, je pense. Ouais, ça va être compliqué, mais quand tu vois l'état de forme de Madison Keys, il y a peut-être un coup à jouer Il y pour a un petit coup à Pliskova, jouer, qui n'aura rien à perdre et donc elle peut y aller. bien sûr. Elle peut y aller, quoi. C'est fini par contre pour Yelena Ostapenko, 4-6, 6-4, 6-4 battue par la chinoise Wang. Elle était menée, la chinoise, 6-4, 4-2, mais elle n'a jamais rien lâché. Elle a déployé vraiment un jeu courageux, tout en puissance, et sa récompense, eh bien, une qualification pour le troisième tour de l'Open d'Australie pour la toute première fois de sa carrière. Ça passe pour une des favorites du tournoi, Amanda Anisimova. Elle a devancé la Tchèque Siniakova, 6-1, 6-4. Elle affiche actuellement des statistiques impressionnantes, hein, l'américaine en Grand Chelem. Elle a remporté 14 de ses 16 derniers matchs disputés dans un tournoi majeur. On en a parlé tout à l'heure, mais ils sont nombreux, les Américains, que ce soit voilà, chez les hommes ou chez les femmes. Et les États-Unis, c'est la première nation à avoir 7 joueuses au troisième tour de l'Open d'Australie en simple dame depuis 2015. Et en 2015, ben, qui était là encore? Et déjà, c'est les États-Unis. Donc, c'est vraiment évidemment une grosse nation du tennis. Et on peut parier qu'ils seront plusieurs dans les derniers huitièmes. Et on commence à y voir un Ouais. peu plus clair, hein, dans ce tableau féminin. Une autre grande favorite est passée aussi. Ce soir, son match vient de se terminer. C'est Elena Rybakina. Elle a battu la dernière Française encore en lice dans le tableau féminin, Varvara Gracheva, 7-6, 6-2. Elena Rybakina, attention à elle depuis le début. J'ai l'impression qu'elle peut aller loin. Oui, elle peut aller loin, et pourtant elle est extrêmement critique envers elle-même. Elle l'a dit, je dois améliorer mon service, j'espère que mon prochain match sera meilleur. Elle l'a dit ça avant le match contre Gracheva. Je pense qu'elle trouvera qu'il a été meilleur. J'ai le sentiment d'avoir encore beaucoup de travail. Les balles rebondissent beaucoup et la chaleur rend le jeu rapide. Voilà, c'est chose faite. Elle gagne contre Barbara Kracheva, dont on a appris elle a plus d'entraîneur en fait. Donc elle est là avec son copain et son kiné. Elle est dans un super état d'esprit. Elle n'avait rien à perdre. Bon, elle a accroché ce premier set contre Rybakina, et je pense que elle peut pas s'en vouloir parce qu'elle est vraiment face à une joueuse qui est nettement supérieure quand même. Et c'est une joueuse très sympathique, Varvara Gracheva. J'avais eu l'occasion de faire son interview à Rouen l'année passée. Elle a demandé sa nationalité française alors Oui. qu'elle est russe. Et elle parle très bien le français. Elle est très souriante, très sympa. Donc voilà, ben, si elle n'a pas de coach, il va falloir essayer de trouver un petit peu ce qu'il y a sur le circuit. Peut-être elle va aller chercher celui d'Elsa Jacquemot qui ne, qui, Qui qui, n'en veut plus. qui est parti hier, qui a été viré du cours. En tout cas, on a terminé ici, hein, Louis, de faire le tour de ce qu'on pouvait vous dire de ce deuxième tour. On va attaquer les troisièmes tours à partir de demain. Ça va être super chouette. Plein de beaux matchs en perspective. Et sachez qu'Elise Mertens ne remontera pas sur les cours avant samedi. Elle jouera en simple et en Ouais. double samedi. Mais demain, on pourra suivre des matchs comme celui de Carlos Alcaraz contre Corentin Moutet. Ça, j'aimerais quand même bien voir. Et il y aura aussi Daniil Medvedev, Alexander Zverev sur les cours. Donc, un beau programme dont on vous fera le résumé, évidemment, demain, si vous n'avez pas le temps
de regarder ça, ou si vous n'avez pas le courage de vous lever la nuit, on le fait pour vous. Je te remercie beaucoup, Louis, pour toutes les informations que tu nous as amenées. C'est toujours très riche, très passionnant. Et puis j'aime beaucoup ta chemise aussi. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je l'ai mise pour toi, hein. Parce qu'habituellement, je suis en jogging, hein, faut le savoir. Bah, écoute, tous les jours c'est une différente, donc je remarque que très joli. Et pour ceux qui nous regardent sur YouTube aussi, moi. Voilà. Je pense Évidemment. aussi à ceux qui nous regardent sur YouTube. Tu as bien raison. Et je vous remercie tous d'être de plus en plus nombreux à l'écoute de Je sais tes podcasts. Merci infiniment. N'hésitez pas à aller nous mettre une petite étoile si vous aimez ce qu'on vous propose, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de téléchargement de podcasts. C'est un tout petit clic, mais c'est énorme pour nous et pour la notoriété de Je sais tes podcasts sur notamment Internet. Voilà, à demain. Portez-vous bien. Ciao, ciao.